Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis donc Malika Ziane, directrice des systèmes d'information et de l'innovation et du Lab Sécurité Sociale au sein de l'UCANS. Et je suis ravie donc de vous accueillir au sein de ce studio pour un rendez-vous du Lab consacré aux évolutions du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle que les rendez-vous du Lab, ce sont des moments où l'on peut partager des retours d'expériences d'experts, de spécialistes sur des projets ou des expérimentations qui sont menées à la sécurité sociale ou en dehors, pour vous apporter une vision terrain ou prospective sur les grandes tendances sociétales, économiques, environnementales et numériques qui transforment nos organisations. Alors aujourd'hui, cette édition des rendez-vous du Lab sur l'intelligence artificielle vient compléter une série que nous avons initiée en 2023, qui nous a permis de nous acculturer à l'intelligence artificielle générative, de bien décrypter les concepts, les opportunités, et puis aussi de bien comprendre les enjeux d'éthique ainsi que les risques en termes d'utilisation de l'IA. Cette série nous a également permis de partager l'avancement de l'adoption de l'IA générative à la sécurité sociale. Et vous pourrez retrouver tous les contenus de cette série sur le site du Lab Sécurité Sociale qui s'affichera sur le chat de l'émission. Alors aujourd'hui, cette série sur l'IA se poursuit puisque sur la feuille de route 2025 du Lab, on y consacre une part majeure avec toujours cet objectif d'approfondir l'impact de l'IA sur le travail. Et avec l'équipe du Lab, nous préparons plusieurs événements sur ce sujet. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour cette édition d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Desmours, qui est responsable du service analyse et contrôle de gestion au sein du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Cyril, bonjour et bienvenue sur le studio. Bonjour Malika, merci beaucoup pour votre accueil. Et donc Cyril, si nous vous avons invité, c'est que vous allez nous permettre justement d'avancer dans nos réflexions sur l'impact de l'IA sur le travail, puisque vous avez mené avec d'autres collègues une étude dans le cadre d'un projet que vous avez piloté au sein de l'Institut national des études territoriales. Et dans ce projet, vous aviez l'objectif d'étudier, d'identifier les métiers concernés par l'IA générative. Donc, nous aurons le plaisir de partager tous vos travaux. C'est ce que vous allez nous expliquer, puisque avec l'équipe du Lab et vous-même, nous avons préparé une édition en plusieurs séquences qui va nous permettre de bien comprendre le contexte d'élaboration de cette étude, de bien comprendre également la méthodologie pour bien comprendre les résultats et les recommandations. Et puis nous partagerons également d'autres travaux qui nous permettent d'alimenter et d'éclairer nos réflexions et nos projets sur ce sujet. Je rappelle également qu'en plus des travaux de la feuille de route du Lab, l'Observatoire des métiers porté par l'UCANS avec les caisses nationales a lancé début avril une étude sur ce sujet, sur l'impact de l'IA générative sur les métiers de la sécurité sociale, et s'est appuyé en partie sur le retour d'expérience de Cyril Desmours, qu'il va donc nous partager plus largement aujourd'hui. Alors avant de vous laisser la parole, je voudrais rappeler quelques informations pratiques. Tout d'abord, je rappelle que vous aurez la possibilité d'adresser des questions que nous prendrons à la fin de l'émission. Donc je vous invite à les transmettre dès à présent via le chat de l'émission et tout au long de l'intervention de Cyril Desmours. Je précise également que nous avons l'honneur d'accueillir également aujourd'hui Maëlle Caron, qui est facilitatrice graphique et qui va donc illustrer cette intervention, cet échange. Et nous aurons l'occasion de partager ces productions à la fin de l'émission, probablement juste avant de prendre vos questions. Donc on illustrera le propos, sachant que ces facilitations graphiques feront l'objet d'une intégration dans une synthèse que vous retrouverez sur le site du Lab quelques semaines après l'émission.
Et comme à l'habitude, je rappelle également que nous vous adresserons à la fin de l'émission un questionnaire de satisfaction. Donc je vous remercie par avance de bien vouloir le remplir, puisque pour nous, c'est important de prendre en compte vos retours pour nous améliorer. J'ai terminé pour les informations et mon introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Cédric pour sa première séquence sur le rappel du contexte de cette étude, de ce projet, d'expliquer un peu les enjeux qui existaient sur le lancement de ce projet pour la collectivité territoriale pour laquelle vous avez travaillé et nous donner les éléments de compréhension du lancement de cette étude qui a produit une cartographie des métiers. Bien sûr, Malika. Donc, merci beaucoup pour votre invitation ici. C'est un vrai plaisir d'être présent au Lab de la Sécurité sociale. Effectivement, la sécurité sociale, comme les collectivités territoriales, font partie de la grande famille du service public et les services publics en général doivent prendre ce tournant de l'IA qui est le tournant vraiment de notre époque. Et pourquoi ? C'est parce que l'intelligence artificielle a une capacité de changer la façon dont on va rendre le service public avec l'apparition éventuellement de chatbots ouverts aux usagers. Il va changer aussi la façon dont les agents fabriquent le service public avec de l'aide par l'IA pour effectuer un certain nombre de tâches. Et l'intelligence artificielle va également changer la façon dont nos organisations sont composées avec à long terme des changements dans la structure et la ventilation des emplois. L'intelligence artificielle est déjà dans nos collectivités et c'est dans ce contexte que la ville de Lyon, à l'automne 2023, a confié à une équipe d'élèves de l'Institut national des études territoriales une mission prospective portant sur l'intelligence artificielle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'INET, l'Institut national des études territoriales, est l'établissement, l'équivalent de l'EN3S pour vous, qui forme les cadres supérieurs des collectivités territoriales, soit les administrateurs territoriaux comme moi, qui sont les cadres supérieurs de la filière administrative, mais également les ingénieurs en chef territoriaux, qui sont les cadres supérieurs de la filière technique dans les collectivités, et les conservateurs et conservatrices territoriales du patrimoine et des bibliothèques, qui sont les cadres supérieurs de la filière culturelle des collectivités territoriales. Nous avons des formations et des formations un petit peu séparées, on a quelques cours en commun, mais surtout, on a un stage en commun qui s'appelle le projet collectif, où nous sommes missionnés par une collectivité territoriale sur un thème. Et en l'occurrence, pour nous, donc pour Elmira Alieva, qui est conservatrice territoriale des bibliothèques, pour Cyril Félix, qui est qui est ingénieur en chef, et Laurie Aubert, qui est aussi ingénieur en chef, nous avons planché sur le thème suivant, donc quelle approche stratégique, éthique et opérationnelle pour la ville de Lyon des enjeux liés à l'intelligence artificielle. C'était une étude beaucoup plus large, ou un projet beaucoup plus large que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Exactement. Donc, on a planché non seulement sur la question des métiers, sur lesquels j'ai été un peu plus en pilote, mais également sur des cas d'usage adaptés aux collectivités, avec un benchmark des cas d'usage dans les collectivités de manière générale. On a réfléchi aussi aux impacts juridiques que ça pourrait avoir à l'avenir, avec l'IA Act qui arrive à l'avenir, et à plein d'autres sujets qui sont connexes au sujet de l'intelligence artificielle dans une collectivité territoriale. Très bien, donc on va approfondir maintenant la méthodologie que vous avez suivie et les ressources que vous avez mobilisées. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir, mais vous l'avez peut-être, vous l'avez indiqué, mais la ville de Lyon démarrait ses travaux sur l'IA. Il n'y avait pas d'utilisation ou d'expérimentation de lancer. C'était... Alors, la ville de Lyon commençait à réfléchir au niveau stratégique aux enjeux de l'intelligence artificielle. C'était tout l'enjeu de notre mission. Pour autant, l'intelligence artificielle était déjà dans l'organisation. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois déjà des intelligences artificielles spécialisées qui aidaient pour certains métiers à effectuer certaines tâches, mais également en shadow AI, comme on dit en bon français, des agents commençaient à utiliser des IA génératives comme ChatGPT, l'intelligence artificielle de OpenAI, Gemini, l'intelligence artificielle de Google, et un petit peu Copilot, mais à la marge. Ça a pu être vérifié à travers
le suivi des flux informatiques de la collectivité. Mais au niveau stratégique, effectivement, c'était la première pierre pour savoir comment se rendre compte, comment aborder la question de l'intelligence artificielle dans la collectivité, y compris d'un point de vue politique et de la façon dont on veut rendre le service public à l'avenir. Oui, donc il y avait déjà quand même des usages qui existaient, mais la nécessité d'encadrer par une démarche plus globale, stratégique, éthique et opérationnelle. Exactement. Donc je vous laisse préciser peut-être la méthodologie et les ressources que vous avez mobilisées. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, en tant qu'élèves fonctionnaires, nous n'étions pas des spécialistes de l'intelligence artificielle, ni des spécialistes du travail spécifiquement. Certains d'entre nous ont eu des expériences diverses, évidemment, et qui ont pris liées aux ressources humaines, mais on n'était pas vraiment des spécialistes. Donc, on a décidé de s'appuyer sur des travaux d'experts. En l'occurrence, nous nous sommes appuyés sur les travaux de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et donc un papier, une publication des chercheurs Pavel Jmirek, Janine Berg et David Bescon, qui datait d'août 2023, où la grande contribution de leur travail à toutes les réflexions autour de l'IA et du travail, c'est qu'ils se sont intéressés aux tâches qui peuvent être effectuées par une IA générative, en l'occurrence GPT-4. Parce qu'effectivement, un métier n'est pas plus ou moins concerné par l'IA. Ce sont des tâches de ce métier qui peuvent être effectuées avec l'aide ou automatisées par une IA générative type GPT-4. Et donc, la façon dont ils ont travaillé, c'est qu'ils ont donné une note, un potentiel d'automatisation par l'IA, à toute une série de tâches de leur typologie de métier, en donnant une note très très haute, plus proche de 1, pour les tâches qui ont un très fort potentiel d'automatisation, par exemple répondre aux réclamations, conseiller, renseigner et assurer une assistance, on pense là au chatbot, et d'autres beaucoup moins. Comme par exemple pour un métier qui serait un métier de policier, le fait de mettre quelqu'un en garde à vue, où là ça l'est beaucoup moins. Donc nous sommes vraiment appuyés sur des travaux d'experts pour effectuer notre cartographie des métiers concernés par l'IA dans les collectivités territoriales. Et du coup, comment vous l'avez transposé au métier de la collectivité, cette démarche ? Donc, pour passer à cette slide-là, donc la façon dont on l'a transposé est que donc il y avait une série de tâches qui étaient notées par l'Organisation mondiale du travail, et ensuite ils ont fait une moyenne du score de ces tâches pour chacune de leurs fiches métiers. Ce qui fait que pour certains métiers, la note était plus proche de 0, c'est-à-dire que GPT-4 pouvait faire peu de tâches de ce métier, et pour certains métiers, la note était plutôt proche de 1, c'est-à-dire que ces métiers pouvaient être effectués en grande partie avec l'aide de l'IA générative GPT-4. Donc en l'occurrence, par exemple, pour le métier de policier, qui a été noté par l'Organisation internationale du travail, il y a assez peu de tâches qui peuvent être effectuées par l'IA générative GPT-4. Ils ont donné la note de 0,1 sur 1, c'est-à-dire qu'il y a 10% des tâches de ce métier qui peuvent être effectuées par l'IA générative GPT-4. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que le métier de policier n'est pas concerné par l'IA de manière générale. C'est juste cette IA spécifique, l'IA GPT-4, qui est moins concernée par l'IA. Et nous, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de notre côté ? On a rapproché les fiches métiers de l'Organisation internationale du travail des fiches métiers du Centre national de la fonction publique territoriale, qui a toute une typologie métier comme l'Organisation mondiale du travail. Et donc on a donné un peu naturellement la note du métier de policier assignée par l'Organisation internationale du travail au métier policier municipal dans la typologie du CNFPT. Et on a fait ça pour toute une série de métiers. Vous avez en fait balayé l'ensemble des métiers de la fonction publique territoriale, donc à partir de cette évaluation, et vous avez transposé cette évaluation au métier de la fonction publique. C'est ça. Alors pas tous, oui. À peu près 180. On s'est arrêté en fait aux métiers qui étaient ceux de la ville de Lyon. Puisqu'ensuite, une fois qu'on avait pu donner cette note à chacun des métiers de la ville de Lyon, on a pu apposer cette note au tableau des effectifs de la collectivité, qui est un espèce de macro Excel avec une ligne par agent
et ce qui nous a permis d'avoir un certain nombre de conclusions. Donc ce travail-là, vous l'avez mené avec l'équipe que vous avez mentionnée plus haut. Oui. Voilà, il n'y avait pas de compétences particulières. C'était plutôt des profils RH qui étaient dessus ou... Alors, en l'occurrence, de mon côté, j'avais effectué déjà un stage en ARH. J'avais déjà travaillé sur la donnée RH, sur les données d'absentéisme. Donc, j'avais une connaissance de ce côté-là. Les autres profils, il y avait donc Elmira Lieva est docteur. Et donc, il y avait un profil un peu plus recherche aussi. Donc, au niveau méthodologique, c'était aidant, même si l'objectif était de répondre à une commande. Bien sûr. On n'a pas une méthodologie aussi aboutie que, par exemple, ce que vos collègues vous préparent à vous. Bien Le sûr. but, c'était de répondre à une commande et d'avoir un outil qui permet, dans les grandes mailles, de façon macro, de montrer quels étaient les impacts potentiels de l'IA générative sur les collectivités. Donc, il s'agit d'une méthodologie donc définie par l'OMT, donc Oui. avec une catégorisation des métiers, une évaluation en fait des métiers concernés par l'IA. Qu'est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses sur la méthodologie, où on peut aller vers les résultats de votre étude ou... Je pense qu'on peut éventuellement parler de quelques limites. Évidemment, les résultats qui sortent de ces travaux ne sont pas ce qui va arriver inéluctablement dans l'avenir. Ce n'est pas une photographie de ce qui va se passer dans l'avenir. Ce n'est pas non plus une photographie du présent. C'est juste un outil qui permet de mettre l'accent sur les endroits et sur les tâches, sur les métiers qui peuvent être plus concernés par l'IA générative à l'avenir. D'accord. Et cette étude, elle a été, cette démarche de l'OMT, je crois qu'elle a été utilisée par d'autres entreprises, y compris en France. Alors, je n'ai pas d'exemple spécifiquement en France d'entreprise qui l'aurait appliqué. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment sur le travail de référence en termes d'impact de l'IA sur le travail. Et ça donne une facilité de cartographie. Il y a certaines entreprises, je pense par exemple il y a tout de même Roland Berger, c'est un cabinet de conseil qui s'est basé sur cette même étude pour eux, leur étude du marché du travail en France de manière générale, donc de manière macro aussi. Là aussi, dans l'objectif de montrer quels sont les impacts macro de l'IA générative GPT-4 sur le monde du travail. Oui, parce que donc, comme vous le mentionnez, c'est avec GPT-4, donc il y a beaucoup d'autres LLM aujourd'hui. Je pense que de toute façon, on aurait eu à peu près les mêmes résultats avec d'autres LLM, se rapprochant en termes de potentiel d'automatisation. Alors oui et non. Oui, parce qu'au final, et ce sera dans les résultats que je vous présenterai ensuite, une IA générative, de manière générale, a un impact davantage sur des typologies de métiers plutôt que d'autres. Et non, parce que chaque IA a vraiment ses spécificités. Et dans l'absolu, si on voulait être vraiment complet, à chaque fois qu'on choisit un outil, il faudra pouvoir évaluer les impacts de cette IA sur les tâches. D'où l'importance de bien choisir son outil correspondant à ses besoins, aux besoins métiers, pour satisfaire ses besoins. Je vous propose donc d'aller vers les résultats, puisqu'on a bien compris la méthodologie. Donc, quels résultats et quelles conclusions vous produisez Bien sûr. Alors, donc, la grande conclusion de ce travail de l'Organisation internationale du travail qu'on a transposé donc, à la fonction publique territoriale est que les métiers de bureau sont davantage concernés que les métiers de terrain. Évidemment, donc, il y a ces métiers-là, les métiers qui sont plutôt dans les ressources, plutôt dans l'aide à l'utilisateur, pour réponse aux réclamations, il y a plus de tâches qui peuvent être effectuées par l'IA générative. Là encore, attention, cette étude porte sur l'IA générative et pas sur une IA spécialisée. Les métiers de terrain ont bien sûr et auront bien sûr des outils dotés d'intelligence artificielle qui les aideront à effectuer aussi un certain nombre de tâches. Pour autant, et c'est en termes d'impact, de profondeur des changements qui auront lieu au niveau du travail, incontestablement, ce sont les métiers de bureau qui sont le plus concernés. Donc, je vous parlais tout à l'heure du métier de policier. Donc effectivement, là, on est sur des métiers qui sont relativement peu concernés par l'IA générative GPT-4, mais il y en a d'autres, par exemple les agents d'accueil, pour répondre à des réclamations, etc., où là, il y a énormément de tâches qui peuvent être effectuées par une IA générative. Donc là, effectivement, on pense tout de suite aux chatbots qui ont une capacité de répondre, d'emmagasiner un très très grand nombre d'informations complexes et donc de répondre assez précisément et en s'adaptant à la personne aux réponses. Pour autant, donc, à ce métier-là, un agent d'accueil,
l'Organisation internationale du travail, et donc nous par la suite, avons donné cette note de 0,75 sur 1, c'est-à-dire qu'il y a près de 75% des tâches qui peuvent être effectuées par de l'IA générative. Pour autant, attention, il faut bien différencier ce que l'IA peut faire, et là, en l'occurrence, l'IA générative GPT-4 peut faire un très grand nombre de tâches de ce métier-là, et ce qu'on souhaite que l'IA fasse. En l'occurrence, pour ce qui s'agit des agents d'accueil, certaines collectivités, de très nombreuses collectivités d'ailleurs, ont décidé que ce n'était pas dans leur conception du service public qu'une IA générative réponde directement à l'usager. Et ils préfèrent que ce soit une IA générative au service des agents d'accueil pour les aider à répondre plus précisément aux questions et éviter qu'on renvoie l'usager vers un autre service, un autre bureau au cours de l'échange. Plutôt en back-office, en appui à l'agent qui est chargé de l'accueil plutôt qu'en contact direct. Hein, c'est ça. Tout à fait. Donc c'est une question effectivement de politique. C'est une question politique et les collectivités sont davantage encore concernées par ces sujets-là que la sécurité sociale puisque évidemment nous sommes dirigés par des élus qui décident de la façon aussi dont on doit rendre le service public aux usagers qui sont aussi évidemment leurs électeurs. Donc, une autre conclusion du travail de l'OIT est que, relativement aux autres, les managers sont moins concernés en termes d'intensité par l'IA générative que les autres employés de bureau. En l'occurrence, quand on regarde cette slide-là avec donc là, j'ai pris un exemple de directeurs généraux et j'ai pris un exemple de métier manager de secteur pour ce qui s'agit de la sécurité sociale, mais ça pourrait être un autre. On pourrait se dire, être tenté de se dire qu'un directeur général est très concerné par l'IA générative. Sauf que même si, évidemment, l'IA générative est au cœur de ses préoccupations, au cœur de ses objectifs stratégiques, dans son quotidien, comme il fait faire plutôt qu'il fait, ce sera moins souvent un outil de travail que pour ses collaborateurs. Donc en l'occurrence, pour l'Organisation internationale du travail, il n'y a que 25% des tâches de ce type de métier qui sont concernées par l'IA générative. Donc je fais vraiment bien la différence entre ce que l'IA pour un manager implique en termes de stratégie, en termes d'accompagnement au changement, etc., qui sont absolument cruciaux, et puis son quotidien en tant que manager, où là, il sera moins concerné. Oui, parce que vous faites certainement référence à d'autres études qui montrent que les professions les plus impactées par l'IA aussi sont les managers, les dirigeants et les ingénieurs. On avait effectivement organisé une émission là-dessus et c'est vrai qu'on pointait là-dessus et le propos vient nuancer. Oui. C'est vraiment juste une question méthodologique. C'est que là, on parle des tâches propres au manager, c'est-à-dire sa capacité à être en contact direct avec une IA générative qui sera moins importante que ses collaborateurs qui produisent au quotidien. Oui, après, c'est plus le manager qui va qui va voir son organisation évoluer compte tenu de l'introduction de l'IA générative. Et il va devoir manager aussi autrement et prendre en compte ce nouvel outil qui change la façon de travailler des collaborateurs. Exactement. C'est vrai que la question de savoir manager des personnes qui utilisent de l'IA est une question nouvelle qu'il faudra se poser et pour laquelle il faudra s'adapter, comme plein d'autres changements dans l'organisation du travail. Et donc, en conclusion, là, je vois qu'on affiche les résultats globaux. Vous en avez parlé des biais de l'étude, mais peut-être qu'on peut les rappeler parce que vous complétez dans cette diapositive. Oui, donc là, au niveau des biais de l'étude, donc, comme je le disais, effectivement, on est sur les capacités maximales de GPT-4 en termes de capacité à changer les métiers et qu'il y a des barrières culturelles, matérielles, un accompagnement au changement qui est évidemment important. Mais l'essentiel en fait, de nos résultats pour cette communauté témoin est que quand on applique la méthodologie qu'on a appliquée, il y a près d'un poste sur deux de cette commune qui sont concernés par l'IA. C'est-à-dire qu'au moins 25% des tâches pour un agent sur deux de cette commune peuvent être effectuées ou avec l'aide de l'IA générative.
En l'occurrence, il s'agit de 25%, ou c'est entre 25 et 50% de leurs tâches qui peuvent être effectuées par GPT-4. Pour 15%, c'est entre 50 et 75% des tâches. Et pour 5%, il s'agit donc encore supérieur, au-delà de 75% des tâches qui peuvent être effectuées par l'IA générative. Donc c'est quand même considérable. Pour autant, les 55% restants, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas concernés, ça veut dire qu'ils ont moins de 25% des tâches qui sont concernées. Mais ça donne une idée pour une collectivité territoriale des incidences que cela peut avoir sur une organisation. Et on peut rentrer un petit peu plus en profondeur si vous le souhaitez, Malika. Oui, bien sûr, on peut y aller. Super. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, les autres conclusions dont on est arrivé et auxquelles on est arrivé, c'est que pour une collectivité, je sais que vous n'avez pas les mêmes structures d'emploi chez vous, mais pour une collectivité, ce qu'on appelle les catégories A et les catégories B, qui sont plutôt des employés de bureau ou des cadres, sont davantage concernés par l'IA générative que ce qu'on appelle les catégories C, donc qui sont plutôt les métiers de terrain. Donc là, effectivement, c'est vraiment la transposition nette de la changement entre métier de bureau et métier de terrain. Pour autant, parmi ce qu'on appelle les catégories C, on trouve la plus grande partie des très concernés. Où là, il y a près de 8% de ces agents-là qui sont très concernés par l'IA générative, c'est-à-dire que plus de 75% de leurs tâches peuvent être effectuées par GPT-4. Là, on trouve les agents d'accueil, notamment, ou les gestionnaires administratifs, RH et financiers qui sont dans des tâches de saisie, qui peuvent être facilement automatisées par de l'IA générative. Autre conclusion auquel on est arrivé à travers ce travail, c'est que dans une collectivité, les filières administratives et culturelles sont davantage concernées par l'IA générative que les filières médico-sociales, sociales et techniques. Puisque, évidemment, GPT-4 ne remplacera pas un jardinier, ne remplacera pas un travailleur social, ne remplacera pas quelqu'un qui s'occupe d'enfants dans les crèches. Pour autant, dans les métiers de bureau, il y a un très grand nombre de tâches qui peuvent être effectuées avec l'aide de l'IA générative GPT-4. Et enfin, troisième conclusion, qui vient encore renforcer ce constat, c'est que les métiers dans les directions qui sont davantage ressources ou en contact avec l'usager sont davantage concernés que les métiers qui sont sur le terrain. Donc voilà, il y a vraiment ces grandes tendances-là qu'on peut tirer de ce travail. Oui, puis comme vous le rappeliez tout à l'heure en introduction, avec l'exemple du policier, ça ne veut pas dire qu'il n'utilisera pas l'IA, notamment avec la vidéo à terme, dans l'exercice de son métier. Il y a quand même, mais par l'étude, on vise vraiment ceux qui sont impactés par l'IA générative dans leurs tâches quotidiennes. Exactement. Pour continuer sur l'exemple du policier, il y a des caméras intelligentes qui permettent de détecter un certain nombre d'infractions aujourd'hui. C'est des cas d'usage qui sont très encadrés par la législation aujourd'hui. Il y a des choses qui sont interdites, notamment tout ce qui s'agit du biométrique. Ces policiers utiliseront évidemment ces IA spécialisées au quotidien aussi dans leur travail. Mais ce n'est pas l'objet de cette étude. Non, bien sûr. Donc, sur les résultats, donc, on a bien vu quel métier cela impactait. Donc, pour justement les métiers les plus concernés par l'IA générative, donc GPT-4, vous avez établi un certain nombre de recommandations dont on va pouvoir probablement s'inspirer d'ailleurs, puisque effectivement, sur certains métiers, on va trouver un parallèle avec nos métiers, mais ça, c'est l'objet du groupe de travail de l'Observatoire des métiers. Tout à fait. Donc, c'est des recommandations qui peuvent s'appliquer de manière générale pour les services publics, puisqu'on fait partie d'une grande famille, la sécurité sociale des collectivités territoriales et de l'État, qui est celle du service public. Et davantage que le monde privé et les entreprises, il y a un certain nombre de précautions à avoir. Et donc, les recommandations qu'on a présentées dans le cadre de notre travail sont structurées autour de 3 mots qui sont associés, sensibiliser et former. Associer, tout d'abord, donc il s'agit de l'association des agents et des organisations syndicales, puisque un très grand nombre de travaux montrent que les cultures ou les changements où il y a une culture d'association des organisations syndicales et du patronat au changement technologique
sont les cultures et les pays où ces changements technologiques sont pris les plus rapidement en compte et sans dégâts ou avec un moindre dégât au niveau social. On pense bien sûr aux exemples scandinaves ou l'Allemagne qui arrivent à tirer des gains de productivité plus rapidement que les pays du Sud de ces changements technologiques à travers cette culture du dialogue. Il s'agit évidemment aussi d'associer les agents, les collègues, puisque ce sont eux qui sont concernés en premier chef par l'IA générative. Et donc il y a toute une co-construction à avoir, un accompagnement du changement pour les amener vers d'autres pratiques et pour identifier les cas d'usage qui pourraient leur être utiles pour améliorer leur qualité de vie au travail, pour améliorer l'attractivité des métiers et ou pour rendre le service public plus efficace. Donc ça, il s'agit d'associer. Le deuxième mot, c'est sensibiliser. La sensibilisation est peut-être l'urgence du moment, j'ai envie de dire. Et, ça va de pair, hein, de toute façon, associer, sensibiliser. Tout à fait, c'est vrai. Donc la sensibilisation, je pense que c'est vraiment l'urgence du moment, puisque comme on le disait un petit peu plus tôt, nous commençons à intégrer l'intelligence artificielle dans nos process de travail, sans pour autant avoir toujours pris en compte l'ensemble des enjeux qui étaient liés. Il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux environnementaux, et il y a aussi des enjeux de responsabilité. Pour la sécurité sociale, évidemment, la question de la sécurité des données est absolument cruciale. Une règle simple à adopter, relative aux IA génératives, est de ne rien mettre dans une IA générative qui n'est pas déjà sur Internet. Puisque sinon, l'IA générative peut avaler ces données sans en devenir propriétaire. Et au titre des réglementations, notamment du RGPD, il y a certaines données que nous ne pouvons pas divulguer et mettre sur le net. Et parfois, il peut arriver non pas par volonté de nuire, mais juste par méconnaissance des conséquences, que nos collègues mettent des données confidentielles sur une IA générative, et cela peut avoir des conséquences, y compris juridiques et de responsabilité pour nos organisations. D'où l'importance de mettre en place de la sensibilisation. J'ai mis après quelques exemples de sensibilisation, on pourra y revenir après, mais je vais en dire quelques mots. Donc, par exemple, une sensibilisation qu'on a mise en place à la ville de Lyon et que j'ai animé plusieurs fois ensuite depuis, est un jeu sérieux autour d'un conseil municipal, en fait. C'est un jeu sérieux qui a été développé par une association qui s'appelle Jouer à débattre. Tout est disponible en ligne, ça veut dire qu'il suffit de taper sur Internet « Jouer à débattre, intelligence artificielle » et vous tombez sur un kit pour l'animateur, etc. Il y a vraiment juste à lire les choses. Pour tout type d'organisation, pas simplement des collectivités avec un conseil municipal. Tout à fait. L'idée, c'est absolument juste, par le jeu sérieux, de sortir de son quotidien et de réfléchir à des enjeux autour de l'intelligence artificielle sans être dans son quotidien, Donc de prendre de la hauteur. Et en l'occurrence, il y a une déclinaison des jeux qui est autour de la santé, et elle marche plutôt bien. Et elle permet de choisir entre 3 IA génératives qui ont des avantages, des inconvénients, des enjeux éthiques, des enjeux environnementaux, etc. Et de mener les participants à se poser les bonnes questions. Oui, c'est un excellent exemple et ça va être assez éclairant pour nous qui avons besoin de ce type d'outils. Donc là, on est toujours sur l'axe sensibilisation de toutes les parties prenantes, élus, donc nous, conseils et collaborateurs. Et donc l'autre maître mot-clé, je dirais, c'est former, c'est ça? Tout à fait. C'est former. Donc effectivement, la conclusion de ce travail, de la transposition de cette étude au métier de la fonction publique territoriale, est que l'intelligence artificielle va avoir une incidence pour nos organisations et pour la façon dont on fabrique le service public. Et donc, il est nécessaire dès maintenant de commencer à réfléchir à des formations pour faire évoluer les métiers et accompagner les agents dans les changements qui sont à venir. Donc la base, évidemment, c'est d'apprendre à prompter avec les outils qui seront mis à notre disposition. Prompter, c'est poser la question à l'IA générative de la bonne façon pour qu'elle nous donne le bon résultat. Il me semble que ce sera au cœur des travaux des organismes de formation à l'avenir, notamment pour ce qui s'agit de la fonction publique territoriale, du Centre national de la fonction publique territoriale, qui a commencé à développer un certain nombre de formations.
Donc, ce qui veut dire, après cette étude, ces résultats et ces recommandations, la ville de Lyon a défini un plan d'action qui, j'imagine, résonne avec ces recommandations, enfin, qui décline plus concrètement ces recommandations. Alors, la ville de Lyon, en effet, s'est emparée de ce travail pour bâtir leur propre stratégie au sein de la collectivité. D'abord en sensibilisant les élus à ces enjeux, ensuite en sensibilisant l'ensemble des cadres. Et actuellement, ils sont en train de bâtir un cadre d'usage, c'est-à-dire que la façon dont l'IA doit être utilisée dans la collectivité. La ville de Lyon a la particularité qu'il y a un fort enjeu au niveau écologique, donc c'est une majorité écologiste, et leur choix est de faire en sorte que l'IA soit utilisée de manière raisonnée aussi. C'est-à-dire que l'IA a un impact environnemental qui est loin d'être négligeable, et il s'agit d'utiliser des cas d'usage qui peuvent concourir à la transition écologique notamment. C'est intéressant à savoir parce qu'on traitera ce sujet, l'impact environnemental de l'IA, au cours de notre programme. Et effectivement, s'ils ont identifié des solutions qui seront compatibles d'un point de vue environnemental, c'est intéressant à connaître. En tout cas, je note également le jeu à débattre, là, qui me semble très intéressant pour alimenter des démarches de sensibilisation. J'en parle parce qu'on a des questions sur ce sujet. Alors, j'anticipe un petit peu avec la phase suivante. Mais voilà, comme on est un peu dans la thématique, je profite de ce moment. Sur donc les 3 mots-clés associés, sensibiliser, former, vous aviez d'autres points à compléter donc, sur les animations. Donc on va peut-être compléter par les regards croisés et autres sources qui alimentent ces réflexions sur l'impact de l'IA au travail et que vous nous proposez de partager. Oui, bien sûr. L'outil de cartographie des métiers concernés par l'intelligence artificielle, il montre ce que l'IA peut faire, c'est-à-dire ses capacités. Pour autant, une question que, à mon sens, on doit se poser en tant que producteur de services publics et acteur du service public, est ce qu'on souhaite que l'IA fasse. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'IA peut faire et qu'on souhaite que l'IA fasse. Par exemple, rédiger un compte-rendu, généralement, c'est des choses qui sont assez chronophages et à une valeur ajoutée qui peut être débattue. Et l'IA générative arrive de mieux en mieux à le faire. Bon, parfois, il y a des incompréhensions, des hallucinations, d'accord. Il y a aussi des choses que l'IA, malheureusement, ne fait, en fonction des IA, que l'IA arrive à plus ou moins bien faire. Aujourd'hui, il se trouve que GPT-4, parfois, a un peu de mal à traiter des documents qui sont très, 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 très volumineux et a une capacité, du coup, c'est pas de la fainéantise, comme ça pourrait être le cas pour nous, mais c'est une difficulté à traiter ce très grand nombre de pages et donc va moins bien résumer une réponse, par exemple, à un appel d'offres de 400 pages qu'à une synthèse un peu plus courte. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser à chaque outil, ses capacités et ses incapacités. Et donc, il y a vraiment cette dimension éthique. Qu'est-ce qu'on souhaite que l'IA fasse ? Et pour ce qui s'agit du service public, il y a la question du chatbot, le lien directement avec l'usager. Est-ce qu'on souhaite qu'une machine, en l'occurrence, réponde directement à l'usager ? Donc, ça peut être, la réponse peut être oui par non. Il peut y avoir un service public pour chaque personne avec un guichet physique et un guichet virtuel. C'est d'ailleurs aujourd'hui plutôt la tendance. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques risques autour des chatbots avec des capacités d'hallucination. Et donc, il faut s'interroger au niveau de la qualité du service public qu'on compte rendre et donc de la façon dont on veut intégrer l'IA générative dans les métiers. Et enfin, il y a ce que l'IA ne peut pas faire et ce qu'on ne souhaite pas qu'elle fasse de toute façon. En l'occurrence, mettre quelqu'un en garde à vue. Pour ce qui s'agit d'un policier, on est toujours sur une incapacité pour GPT-4. Donc voilà pour une petite matrice qui peut aider en fait à se poser les bonnes questions en matière d'intégration d'IA dans nos organisations et dans le service public. Et d'ailleurs, c'est vraiment au cœur des travaux récents. Il y a un très grand nombre de rapports, il y a une très grande production intellectuelle en ce moment. Depuis quelques temps, effectivement. On a des rapports qui sont produits, y compris sur le service public. Oui, y compris sur le service public. Il y a notamment une série que je vous recommande, qui est très intéressante, qui a été produite par le Sénat. Le Sénat a travaillé sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le service public et l'a décliné un très grand nombre de thématiques. Il y a un rapport par thème, en fait, en général.
Il y en a spécifiques aux collectivités territoriales, il y en a aussi spécifiques à la sécurité sociale. Oui, tout à fait. Mais il y a quand même une colonne vertébrale qui reste la même. Je vous ai mis un petit peu en substance ce qui ressort. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle a un vrai potentiel en termes d'efficacité du service public pour répondre plus rapidement aux usagers. Ça peut être une vraie frustration, pour traiter plus rapidement des dossiers, etc. Mais il y a aussi des risques et des enjeux à prendre en compte, donc des enjeux éthiques et organisationnels sur les données personnelles, sur la transparence, sur l'équité, sur la non-discrimination, évidemment, qui sont toutes ces valeurs du service public qui doivent continuer avec l'usage d'IA générative, et des enjeux écologiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, aux usages aussi qui sont ceux de l'intelligence artificielle. L'IA compose comme des ressources, mais aussi peut aider à améliorer certains processus, à optimiser la gestion, par exemple, du chauffage d'un bâtiment ou réduire l'empreinte carbone de certaines autres utilisations. Donc voilà, pour ce qui s'agit de l'IA et des services publics. Oui, merci pour cet apport, sachant qu'on peut vous mettre le lien dans le chat de l'émission. Je crois que c'est déjà fait. Je n'ai pas accès à cet écran, mais en tout cas, c'est disponible. En tout cas, merci Cyril pour ces compléments qu'on va compléter d'ailleurs avec l'exemple des impôts et des prestations sociales dans les métiers du contrôle et de la lutte contre la fraude, c'est ça ? Oui, alors là, vraiment, je ne suis pas du tout sur mon champ d'expertise. Non, mais... Vous, en tant que professionnel, vous les connaissez beaucoup mieux, mais effectivement, il y a ce rapport que je vous conseille encore plus particulièrement sur la question des IA, de l'impôt, les prestations sociales à la lutte contre la fraude, pour avoir participé donc, à un groupe de travail de l'UCANS il y a quelques jours. Je sais que vous commencez déjà à développer des outils, notamment de lutte contre la fraude, pour améliorer le traitement des demandes, etc. Il y a déjà ce qu'on appelle des POC qui sont mis en œuvre. Et donc ce rapport condense un peu l'état de l'art sur les questions et met en avant un certain nombre de recommandations et de pistes de travail pour l'avenir. Oui, et il y a le rapport produit l'année dernière par l'EN3S, qui avait monté un groupe de travail et qui avait fait une revue de l'état de l'art et des expérimentations et émis un certain nombre aussi de recommandations pour favoriser l'adoption de l'IA à la sécurité sociale, sur lequel on s'appuie énormément, bien sûr. Donc merci pour tous ces compléments. Je pense qu'on a terminé l'essentiel des questions qu'on avait identifiées et préparées avec nous. On va pouvoir passer à la séquence questions-réponses, mais peut-être avant... je ne sais pas si la facilitation graphique est disponible, mais si ça ne l'est pas, on va pouvoir prendre quelques questions, puisqu'il y en a, sur laquelle je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Alors, est-ce que dans la ville de Lyon, il y a des métiers de traducteurs ? Et est-ce que ces métiers sont impactés, concernés, pour reprendre la terminologie que vous avez utilisée, par l'intelligence artificielle ? Alors, je n'ai pas souvenir spécifiquement de traducteurs employés, en tant qu'agent, en tant que fonctionnaire à la ville de Lyon. Mais peut-être qu'il y en avait encore. Souvent, c'est plutôt des prestations qui sont externalisées, les prestations de traduction. En revanche, effectivement, ce sont des métiers qui sont très concernés par l'intelligence artificielle. Il se trouve que Elmira Alieva est une ancienne traductrice. D'accord. Donc, la collègue. Et donc, elle a constaté que... Et donc, d'où son changement aussi de métier qu'il fallait changer. Donc là, on a à disposition la facilitation graphique qui résume de façon très synthétique et de façon illustrée l'intervention de Cyril, donc, que l'on voit en haut à gauche. Donc, on a bien retrouvé le déroulé de votre intervention sur le contexte de l'étude, la méthode, les résultats, que personnellement je ne peux pas lire, mais je suis sûre qu'ils sont fidèles à vos propos, ainsi que les recommandations. Donc merci Maëlle. Et je vais en profiter pour reprendre une nouvelle question. Alors, est-ce que dans le cadre de votre projet, Cyril, vous avez traité les questions d'explicabilité, puisqu'on a une question là-dessus. C'est vrai que l'AIR Act le traite, que les applications d'IA se doivent d'être explicables, que techniquement, ce n'est pas toujours possible. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aborder ce sujet. Sinon,
C'est un sujet qu'on va aussi traiter dans le cadre de notre feuille de route à terme. Alors, pas en profondeur. Après, effectivement, c'est une des limites, une des choses à avoir en tête au niveau de l'impact de l'IA générative, c'est-à-dire comment expliquer à l'usager la façon dont, par exemple, une décision a été prise. Exactement, oui. Notamment quand elle est défavorable. On n'a pas pu traiter le sujet autant en profondeur. En revanche, je pense que dans tous les sujets qui ont été traités par le Sénat, ils ont dû interroger un certain nombre d'experts qui se sont penchés sur la question. Je pense que ça peut être des vraies sources, pour vos travaux. Oui, c'est vrai qu'on aura à traiter cette dimension de l'AI Act, notamment pour gagner, pour en tout cas consolider la confiance dans les outils. C'est vrai que même si on utilise ça pour les gestionnaires, quand ils doivent expliquer à un usager une décision, ils doivent savoir comment cette décision a été prise. C'est un domaine très important. Alors ensuite, on a des questions, je le rappelais tout à l'heure, sur l'impact environnemental de l'IA. Donc, on verra, nous, comment, en tout cas, ce sujet est spécifiquement inscrit dans notre feuille de route 2025. Donc, on le traitera, notamment avec nos collègues qui s'occupent de la transition écologique. Donc, on va voir comment on aborde ce sujet. Et potentiellement, on sait qu'on pourrait se rapprocher de la ville de Lyon, qui est plus spécifiquement attachée à ce type de solution. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Après, j'avais d'autres questions sur l'étude proprement dite. Dans le rapport que vous aviez produit, vous aviez noté en fait deux incidences, deux externalités négatives liées à l'impact de l'IA, notamment des externalités qu'on retrouve dans d'autres productions, d'ailleurs, le changement de l'intensité du travail et le sentiment de perte d'autonomie que peuvent avoir des collaborateurs quand on automatise leurs tâches ou on les aide à prendre les décisions. Là-dessus, est-ce que vous avez émis des recommandations particulières ou dans le cadre du projet plus global ou Je pense que c'est des choses qui sont à construire. Effectivement, on en est encore au début de tous les impacts de l'intelligence artificielle sur le travail. Ces deux limites ont été clairement mises en avant par l'Organisation internationale du travail. Quand on automatise les tâches qui sont à faible intensité, la saisie, etc., et qu'il ne nous reste plus que les tâches d'analyse, etc., les journées sont plus fatigantes. Oui, ça, c'est forcément. sûr. Et on ne peut pas travailler sur ces tâches-là aussi longtemps que les tâches de saisie, etc. Donc, à l'avenir, il faudra aussi se penser à la question qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on dégage à travers l'IA. Est-ce qu'on l'utilise pour faire plus? Est-ce qu'on l'utilise pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui? Est-ce qu'on l'utilise justement pour avoir du temps libre? Est-ce qu'on l'utilise pour dédier de son temps aux associations caritatives, par exemple? Oui, bien sûr. C'est tout un type de questions et de solutions qu'il faudra penser à l'avenir. Je n'ai pas de solution toute faite. Pour autant, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et sur le perte d'autonomie, là aussi, d'où l'importance d'associer vraiment les agents à la construction de ces outils, à la façon dont ils vont impacter leur travail, car c'est aussi une question d'attractivité. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, les recommandations que vous avez faites, à savoir sensibiliser, associer, c'est pas dans le bon ordre, et former, sont tout aussi valables pour ce type de situation, effectivement. C'est une façon de s'y préparer. Donc on a évoqué les managers, vous aviez bien expliqué, mais y a-t-il quand même des cas d'usage que le manager pourrait avoir à disposition pour, j'imagine, peut-être mieux piloter son activité ou ses résultats, par exemple? Mais ça suppose d'avoir des outils dédiés, j'imagine. Alors oui, je pense surtout aux questions de reporting qui sont très très propres aux managers. Je pense que la capacité de l'IA à synthétiser un très grand nombre de données et la production aussi de ses collaborateurs peut aider à faire remonter des informations de manière synthétique à ces hiérarchies et donc faire gagner beaucoup de temps. Je pense que c'est un bon cas d'usage pour les IA génératifs type GPT-4. Ensuite, sur les questions un peu plus stratégiques, je pense qu'il faut aussi laisser pas mal de place à la créativité humaine, mais ça peut aider à structurer un plan d'action, structurer une pensée, à éviter d'avoir le syndrome de la page blanche et donc à dégager un petit peu plus de temps sur des tâches qui peuvent être répétitives et chronophages pour se reconcentrer sur l'humain. Moi, c'est plus cette façon-là dont je le vois. C'est-à-dire que
peut y avoir des tâches pour des managers qui sont assez répétitives, qui prennent pas mal d'énergie et de temps. Pour autant, ce qu'attendent les collaborateurs, c'est de la présence et du soutien, y compris humain. Et donc, l'IA générative peut les aider à faire davantage ces tâches-là. Très bien. J'avais une autre question, mais avant, je rappelle quand même que nous vous avons transmis via le chat, j'imagine, le questionnaire de satisfaction. Comme je vous le disais en introduction, c'est important pour nous d'avoir vos retours, donc merci de prendre un petit peu de temps pour le remplir. Et donc, je passe à une autre question. Alors, je ne sais pas si c'est en tant qu'utilisateur ou porteur de l'étude, mais est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les LLM de type open source, notamment des Mistral ou des Llama, qui, en principe, sont plus garants d'une certaine souveraineté numérique qu'on est tous à rechercher aujourd'hui dans le contexte actuel? Alors, des retours d'expérience, pas spécifiquement dans les collectivités, c'est vrai qu'on en est encore vraiment au tout début. Et en l'occurrence, la collectivité à laquelle j'appartiens a plutôt choisi une IA qui n'est pas souveraine, qui s'appelle Copilot et qui est celle de Microsoft. Mais la question se pose d'autant plus pour vous, les acteurs de la sécurité sociale, au vu de la sensibilité de vos données. La question de la souveraineté, elle se pose évidemment aussi pour les collectivités territoriales, mais elle se pose encore avec plus d'acuité pour vous, j'imagine. Moi, Mistral, je l'ai juste utilisé en tant qu'utilisateur, comme ChatGPT. Oui. Ce que je constate, c'est que c'est très performant, mais j'ai malheureusement pas de retour d'expérience spécifique à vous donner. Dans les collectivités, le problème auquel nous faisons face, c'est la question du passage à l'échelle. Évidemment, donc, on sait tous, il y a 35 000 communes, ça fait beaucoup. Les projets d'IA coûtent très cher. Donc, il y a un petit peu ce besoin de centralisation pour faire émerger des projets. L'État nous aide de ce côté-là avec des appels à projets. Il y a justement un appel à projet qui est porté par le ministère de la Transition écologique pour faire porter des IA qui sont favorables à l'environnement, soit parce qu'elles sont peu utilisatrices de données, soit parce qu'elles contribuent à la transition écologique. Et donc, ils sélectionnent des projets de collectivités pour les financer, pour les aider à se développer. Et le contrat, ensuite, c'est de partager les résultats et de faire en sorte que ça puisse être partagé au niveau de l'ensemble des collectivités. Mais spécifiquement sur les modèles auxquels vous pensez, j'ai malheureusement pas d'exemple. Alors, j'ai une autre question en complément sur la démarche de sensibilisation. Est-ce que vous l'avez décliné, vous, alors peut-être plutôt au Conseil général, peut-être pas vous en propre, mais peut-être l'évoquer, parce qu'à la ville de Lyon, en fait, je pense qu'ils ont mis en place d'actions. Je ne sais pas si vous avez la visibilité sur la déclinaison de la démarche de sensibilisation mise en place soit à la ville de Lyon, soit dans l'organisme dans lequel vous êtes, puisque je crois que quand on avait préparé l'émission, vous en aviez parlé. Oui, alors effectivement, à l'échelle individuelle, de temps en temps, j'interviens pour animer le jeu sérieux que je vous ai présenté. Mais à l'échelle du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, lors du mois de l'innovation publique, qui était autour de ces enjeux de l'intelligence artificielle, il y a eu toute une série de conférences proposées aux agents de la collectivité et également d'autres outils de sensibilisation, des cafés IA, un bon outil de sensibilisation, de partage de pratiques. Le travail au niveau du lab. Donc l'idée là, du café IA, c'est vraiment de se retrouver ensemble pour discuter des cas d'usage concrets de l'intelligence artificielle qui aident à effectuer certaines tâches. Et je pense que là, on est vraiment sur une bonne pratique, quelque chose qui permet de faire avancer le sujet et de manière intelligente. Parce que comme tout est nouveau, il faut faire émerger l'innovation et la partager. Et ces lieux sont quand même très très bons. À l'échelle de mon équipe, moi, j'ai animé une sensibilisation donc pour que les enjeux soient pris en compte, qu'il y ait une première vue avec l'outil. Donc ça, c'est le cas. Et également, il y a d'autres formats innovants qui ont été portés au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Quelque chose qui a très bien marché. D'ailleurs, il y avait également eu une graphiste qui était venue pour faire un petit schéma. Enfin, c'était un graphiste, je crois. C'est un faux procès de l'IA. L'idée, là, c'est de jouer l'IA qui est sur le banc des accusés et il y a un procureur, un juge, etc. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Mais en termes de sensibilisation, à mon sens, ce qui marche le mieux, c'est vraiment l'échelle micro, c'est-à-dire les managers qui animent avec leur équipe les changements qui sont à venir.
Oui, donc vous pointez du doigt quand même le fait que c'est bien aussi d'avoir des collaborateurs qui sont motivés pour accompagner ces transformations et donc sensibiliser, malgré une démarche de sensibilisation qui peut être globale et bien sûr outillée avec soit des mises en situation, soit avec des serious games ou bien des démarches type faux procès, nous qu'on a utilisé pour la lettre de motivation, effectivement. Et effectivement, les managers ont un rôle aussi essentiel à jouer et vous l'illustrez très bien. Je ne sais pas si on a une autre facilitation graphique à placer pour l'instant, mais je pense qu'on a peut-être le temps pour répondre à une autre question à laquelle je vais répondre parce que c'est une question sur la démarche d'acculturation de l'assurance maladie face aux IA génératives. Donc quelqu'un qui pose la question de la démarche éthique, utilisation quotidienne. Je vais juste rappeler que le 20 mai prochain, nous organiserons justement un point d'avancement de l'adoption de l'IA à la sécurité sociale avec le concours de l'assurance maladie qui présentera toute cette démarche. Donc ce sera l'occasion d'avoir des réponses par rapport à cette question. Participeront également la CNAF, donc la Caisse nationale d'assurance d'allocation familiale, et puis la CNSA, qui viendront partager leurs travaux sur l'intelligence artificielle. Donc je vais regarder s'il y a d'autres questions. Cela dit, vous l'aviez peut-être évoqué, Cyril, mais vous avez fait des présentations dans d'autres collectivités et donc vos travaux font avancer les projets d'IA dans les collectivités en quelque sorte sur l'impact de l'IA sur le travail. Oui, évidemment, à même modeste mesure. Oui, bien sûr, mais l'idée, effectivement, c'est de faire en sorte que le tournant de l'IA générative soit pris par les collectivités territoriales, puisque c'est une question d'attractivité de nos emplois de demain, c'est une question d'efficacité du service public, de réponse aux attentes aussi des usagers. Et donc, j'ai présenté ces travaux à un certain nombre de collectivités, de syndicats aussi, de directeurs généraux, de conférences régionales de l'emploi qui sont liées aux collectivités. Et j'ai été interrogé dans le cadre de la mission d'information du Sénat sur les collectivités territoriales pour présenter ce travail. Mais ce travail étant pas un travail de chercheur. La raison avant tout pour laquelle je suis interrogé, c'est parce que peu de choses ont été faites à ce sujet. Et donc, avec mes camarades, on a mis une première pierre sur la question de l'impact de l'IA sur les métiers des collectivités. Et c'est un vrai plaisir de voir qu'il y en a d'autres ensuite qui bâtissent dessus, y compris en adoptant une méthodologie plus robuste, comme c'est le cas pour vous. En tout cas, je vous remercie. On arrive au terme de l'émission, donc je vous remercie pour vos réponses et tous vos apports. Je confirme que vos travaux sont d'une très grande utilité et nous ont permis aussi, nous, d'amorcer la réflexion. Et je pense que mes collègues de la direction du développement et de l'accompagnement RH s'en sont inspirés et vont pouvoir avancer sur cette étude de l'impact de l'IA sur les métiers. Donc j'espère que l'émission vous aura permis de bien comprendre comment justement on peut appréhender ces impacts, quels sont les métiers les plus concernés. On a vu le travail de bureau et puis les tâches administratives qui ont un potentiel d'automatisation. Et puis bien sûr, alors peut-être on l'a souvent rappelé dans cette édition, mais je pense que les 3 mots-clés que vous avez rappelés dans vos recommandations ont encore beaucoup d'avenir, je pense, sur l'association donc de toutes les parties prenantes, la sensibilisation et la formation. Ce sont effectivement des dimensions que nous allons également prendre en compte. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, la prochaine émission aura lieu le 20 mai prochain. Sur l'IA, on aura également un événement au mois de juin, donc on vous précisera cela dans les semaines à venir. Et puis, je vais terminer par mes chaleureux remerciements auprès de Cyril pour son intervention, de l'équipe du Lab Sécurité Sociale, Thérèse Masculier, Léa Benoît qui travaillent sur le Lab, et puis Maëlle Caron pour sa facilitation graphique. Merci à tous et puis je vous retrouve donc le 20 mai prochain avec nos collègues de la Sécurité sociale. Je vous dis à bientôt.